Alors, au niveau de la méthodologie de recherche et du contexte de recherche, j'ai étudié pendant 4 ans les partenariats publics-privés dans le champ de l'emploi entre 2011 et 2014. C'est une recherche doctorale que j'ai menée avec 2 professeurs au sein de l'Université de Liège, Jean-François Oriane, qui est professeur de sociologie, et François Pichot, qui est professeur en gestion et en management. Et donc, j'ai essayé de décoder comment ces relations entre les services publics de l'emploi et les opérateurs privés se déroulent, comment elles se construisent, comment elles évoluent en termes de confiance. Pour ce faire, j'ai réalisé 3 terrains de recherche sur un peu plus d'1 an et demi, entre 2011 et 2012. J'ai décidé d'aller interroger 2 services publics de l'emploi belges sur leur collaboration avec les opérateurs privés, Actiris du côté de la région bruxelloise et le Forem du côté de la région wallonne. J'ai également été faire un séjour de recherche en Suisse où j'ai rencontré des personnes qui travaillent à l'Office cantonal pour l'emploi, le service public de l'emploi genevois. Et j'ai décidé de comparer la Belgique et la Suisse pour voir quelles sont les différences, comment ça se passe et est-ce qu'il y a des résultats différents en termes de dynamique partenariale. D'un point de vue méthodologique, j'ai décidé d'utiliser une approche qualitative, c'est-à-dire que j'ai observé des réunions qui se déroulent entre les services publics de l'emploi et les opérateurs privés. J'ai également décidé, sur base de ces observations-là, de réaliser des entretiens semi-directifs avec à la fois les agents des services publics de l'emploi, qui se situent au sein des services partenariats de ces SPE, et également des entretiens avec les opérateurs privés pour comprendre comment ils ont vécu leurs réunions, comment ils perçoivent le partenariat avec l'autre partie prenante. Donc je n'ai pas fait de statistiques, ça ne m'a pas intéressée et je pense que c'est plus intéressant pour étudier la confiance de se baser sur une approche qualitative. Alors évidemment, parler de confiance, ce n'est pas évident parce que la confiance est quelque chose d'invisible. Et quand on pose la question à la fois aux agents des services publics de l'emploi, mais aussi aux opérateurs privés, comment ça se passe, est-ce qu'ils ont confiance envers leurs partenaires? Ils disent oui, tout va bien, et puis le discours se clôt là. Et donc, une manière d'interroger la confiance, c'est de regarder les épreuves, les situations critiques qui ébranlent la relation partenariale, et voir comment ces parties prenantes, comment les différents acteurs font en sorte de résoudre ces épreuves et de retrouver la confiance. Et donc, je me suis centrée sur ces épreuves. Ce n'est pas moi qui les ai identifiées, mais ce sont les acteurs, à travers leur discours, qui m'ont dit « j'ai des soucis administratifs avec le service public de l'emploi, c'est une situation très critique, très problématique pour moi, j'ai des problèmes financiers également avec le service public de l'emploi. En échange, les agents des services partenariats, eux, me disaient « tel prestataire, on ne lui fait pas confiance, il n'encadre pas très bien les demandeurs d'emploi, il ne fait pas du bon travail, ça ne va pas ». Donc je me suis centrée là-dessus. Alors évidemment, ces partenariats, ils sont nés de l'évolution des politiques publiques d'emploi. Dans les années 90, il y a plusieurs directives européennes qui donnent un nouveau souffle aux politiques d'emploi et qui amènent des nouvelles pratiques dans le champ de l'emploi, notamment en matière de partenariat. Il y a le livre blanc qui est apparu, si je ne me trompe pas, en 1993
qui s'intéresse à la question de l'emploi. Donc, la Commission européenne décide de centrer sur la formation des individus, la formation professionnelle, qu'il faut également arriver à coordonner toutes les actions qui sont mises en place à la fois par les acteurs publics, mais aussi par les acteurs privés pour la réinsertion socio-professionnelle des chômeurs. Il faut coordonner ces actions, éviter les doublons, éviter de faire 2 formations dans le secteur construction sur tel matériau, ça ne sert à rien. Et dans la même lignée, la stratégie européenne pour l'emploi, en 1997, invite les services publics de l'emploi à ne plus se centrer sur le placement des chômeurs, mais sur l'accompagnement des chômeurs. Ça veut dire qu'on est sur des politiques proactives où les demandeurs d'emploi doivent s'activer, travailler leur employabilité, leur capacité à se réinsérer sur le marché du travail. Et donc, au sein des services publics de l'emploi, on ne parle plus de placeurs, donc ce sont les personnes qui prennent en charge les demandeurs d'emploi, les chômeurs, mais on parle de conseillers. Ça change totalement la dynamique du marché du travail. On n'est plus dans des politiques passives où on place les chômeurs, mais on est dans des politiques actives où les chômeurs et les institutions doivent s'activer et travailler leur employabilité. Ensuite, via la Convention 181 de l'Organisation internationale du travail, toujours en 1997, et cette convention-là, elle met fin au monopole public sur le placement, sur l'accompagnement des chômeurs. Ça veut dire que le service public de l'emploi est fortement invité à collaborer avec les organismes d'insertion socio-professionnelle privés et ils doivent, pour ce faire, établir plus de partenariats, plus de collaboration pour proposer, évidemment, par conséquent, plus de formation et d'accompagnement aux demandeurs d'emploi. Il y a également, dans les années 90, le Fonds social européen qui joue un rôle important parce qu'il va harmoniser, formaliser les pratiques dans le champ de l'emploi et plus particulièrement au niveau des organismes d'insertion socio-professionnelle. Il va financer différents projets et pour cela, il va mettre en place toute une série de normes, de canevas qu'il faut respecter. Donc, par conséquent, les opérateurs privés non marchands doivent un petit peu se professionnaliser, apprendre à monter des dossiers pour obtenir des financements, ce qui n'était pas le cas auparavant. Évidemment, l'évolution de ces politiques publiques d'emploi dans ce sens amène l'apparition de marchés publics et de partenariats dans le champ de l'emploi. Ça veut dire que dans les années 90, les opérateurs privés, tout spécialement les opérateurs privés non marchands, c'est-à-dire les organismes d'insertion socio-professionnelle, les entreprises de formation par le travail, les missions locales, etc., ils demandent au service public de l'emploi pour établir une collaboration, recevoir des financements pour un projet. Il n'y a pas de processus de sélection particulier. Il n'y a pas de processus d'évaluation. La convention de partenariat est signée entre guillemets pour la vie. Et à partir du moment où la convention 181 de l'OIT apparaît, les opérateurs privés marchands arrivent sur le marché de l'insertion socio-professionnelle. Ça veut dire que les agences d'intérim de placement sont en concurrence avec les opérateurs privés non marchands. Et tous ces opérateurs-là, ils sont mis en concurrence
ils doivent passer par un marché public. Donc les services publics de l'emploi décident de formaliser leurs pratiques, de lancer des appels à projets ou des appels d'offres. Pour mettre les opérateurs en concurrence, ils doivent monter des dossiers pour obtenir des financements et ainsi avoir une collaboration avec le service public de l'emploi. Il y a des procédures d'évaluation qui sont mises en place et les contrats établis entre les deux parties prenantes, ça n'est plus pour la vie, entre guillemets, mais pour 2 ou 3 années. Et donc, tous les 2 ou 3 ans, ils sont à nouveau mis en concurrence. Ce qui change fortement la dynamique du marché de l'emploi. Sur base de ça, il y a 3 questions de recherche qui me sont apparues. J'ai essayé de comprendre comment la collaboration entre les services publics de l'emploi et les opérateurs privés se construit. Comment cette collaboration-là est vécue par les parties prenantes, par les membres du partenariat, et qu'est-ce que la collaboration produit en termes de confiance. Je vais faire un petit point sur les services publics de l'emploi que j'ai étudiés, présenter rapidement quelques caractéristiques, parce qu'ils sont un petit peu différents, même s'ils ont la même mission, d'encadrer les chômeurs. Donc j'en ai étudié 3, Actiris, le Forem et l'OCE, l'Office cantonal pour l'emploi. Actiris se situe en région bruxelloise, le Forem en région wallonne, et évidemment l'OCE en région genevoise. Le Forem et l'Office cantonal pour l'emploi, ils ont tous les deux les compétences emploi et formation, tandis qu'Actiris, du fait d'être en région bruxelloise, a uniquement la compétence emploi. La compétence formation, c'est pour Bruxelles Formation, qui est un organisme indépendant, même s'ils ont des collaborations. Au niveau du nombre de chômeurs, ce n'est pas la même chose, mais les régions, évidemment, sont très différentes. La région wallonne est très grande, il y a entre 200 000 et 250 000 chômeurs, ça dépend comment on les compte. Du côté d'Actiris, entre 100 000 et 120 000, et du côté de Genève, 17 000. Précision, en Suisse, les chômeurs peuvent rester uniquement 1 an au chômage, après ils sont exclus, ce qui n'est pas du tout la même chose en Belgique. Même si maintenant il y a un taux de dégressivité, mais on peut quand même rester au chômage plus longtemps. Alors, au niveau du nombre de travailleurs, les organismes sont un petit peu variés au niveau des tailles. Du côté d'Actiris, il y a plus ou moins 880 travailleurs qui se répartissent entre le siège central et 18 antennes, une antenne au sein de chaque commune. Du côté du Forem, il y a plus ou moins 4000 travailleurs qui se répartissent entre le siège central et 11 directions régionales, c'est-à-dire la région wallonne est divisée en 11 territoires. Maintenant, ils ont rassemblé les directions régionales en 4 directions territoriales. C'est plus ou moins la même chose, entre guillemets. Et du côté de l'Office cantonal, il y a plus ou moins 1000 travailleurs. Il n'y a pas d'antenne. La région est assez petite, donc ils sont tous situés au siège central de l'Office. Si on regarde le service partenariat, qui existe depuis le début des services publics de l'emploi, donc 1989, ces services-là se sont formalisés à la suite des directives européennes en matière d'emploi. Et donc, ils se sont agrandis. Bonjour et bienvenue. Il n'y a pas de souci. Donc, ces services se sont agrandis et formalisés dans les années 2000. Du côté d'Actiris, on peut voir qu'il y a plus ou moins une trentaine de travailleurs, plus ou moins 150 partenaires ou prestataires, ça dépend comment on les appelle en fonction des régions. En moyenne, 310
conventions de partenariat. Du côté du Forum, il y a plus ou moins 140 travailleurs qui se répartissent dans toute la région wallonne, environ 210 partenaires et en moyenne 425 conventions de partenariat pour l'appel à projet, c'est-à-dire les collaborations avec les opérateurs privés. Parce que par ailleurs, les services publics de l'emploi ont également des collaborations avec des services publics comme les CPS, mais moi je n'ai pas étudié ça dans le cadre de ma recherche. Et du côté de l'Office cantonal pour l'emploi, au niveau du partenariat, il y a en moyenne 17 travailleurs, plus ou moins 70 partenaires avec lesquels ils collaborent et environ 150 conventions qui sont signées. Ça veut dire qu'un opérateur peut introduire plusieurs projets différents dans plusieurs appels à marché, entre guillemets. Et donc, les projets, ça peut être des projets pour faire un bilan professionnel ou pour faire une recherche active d'emploi. Ce sont des choses différentes qui peuvent proposer au service public de l'emploi. Alors, les travailleurs sont dénommés différemment au sein de ces services partenariats. On les appelle les gestionnaires de projet, chargés de relations partenariales, responsables formation. Ça dépend un petit peu des services publics de l'emploi. Mais ils ont la même mission, qui est de sélectionner les opérateurs privés dans le cadre des appels à marché. Derrière appel à marché, je mets les appels à projet, les appels à initiative. C'est un tout petit peu différent, j'y viendrai par la suite. Et évidemment, le plus gros de leur mission, c'est également d'accompagner ces opérateurs privés, les aider à mettre en place les projets à destination des chômeurs. Et donc, ça veut dire qu'ils vont organiser des réunions, individuellement ou collectivement, pour les aider, pour leur donner de l'information, leur donner des conseils, pour pouvoir permettre aux prestataires de mettre en place son projet. En ce qui concerne les opérateurs privés de l'emploi, il y a deux types d'opérateurs. Il y a les opérateurs privés non marchands, qui sont en collaboration avec les services publics de l'emploi depuis le début des années 90 pour certains. Et donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a des organismes d'insertion socio-professionnelle, entreprises de formation par le travail, missions locales, etc. Il y a également les opérateurs privés marchands qui sont en collaboration avec les services publics de l'emploi depuis les années 2000 ou milieu des années 2000, ça dépend un petit peu des services publics de l'emploi. Et là, on y met les agences d'intérim, de placement, sociétés privées à responsabilité limitée, ASBL, etc. Alors, au niveau de l'accompagnement des opérateurs privés, donc ça englobe marchands et non marchands, enfin, les opérateurs marchands et non marchands. Les services partenariats ont différentes manières d'accompagner les opérateurs privés. Donc il y a différents modèles de partenariat qui apparaissent en fonction du service public de l'emploi. Et c'est ce qui m'a intéressée dans ma recherche doctorale, parce que c'était une manière à travers ces différents modèles, de comparer l'impact sur la confiance. Donc, au niveau de la technique de création du partenariat, c'est-à-dire les appels à marché qui sont mis en place, le Forum Actiris recourt à l'appel à projet. Alors, il lance un appel à projet auprès des opérateurs privés qui introduisent un dossier de candidature avec un projet d'accompagnement des chômeurs. Et c'est sur base de ces dossiers-là que les opérateurs privés sont sélectionnés. Du côté de l'Office cantonal, ils font un appel à initiative. Ça veut dire qu'ils entrent en négociation avec les opérateurs privés qui potentiellement pourraient être intéressés par le marché. Donc il y a de la négociation qui est présente dans cette technique de création de partenariat.
Au niveau de la manière dont les services partenariats gèrent les collaborations avec les opérateurs privés, du côté du Forum, au niveau des décisions qui sont prises par rapport aux opérateurs privés, que ce soit des décisions au niveau financier, au niveau de la mise en place du projet, par exemple changer le lieu de la prestation, tout ça, ce sont des choses qui se décident de manière trilatérale parce qu'il y a une collaboration triangulaire entre le siège central, la direction territoriale ou régionale et l'opérateur privé. Donc les opérateurs privés sont en collaboration avec une antenne, si vous voulez. Et donc les décisions qui sont prises se font de manière trilatérale. Par contre, du côté d'Actiris et de l'Office cantonal pour l'emploi, les décisions se font de manière bilatérale parce qu'il y a uniquement un siège central et les opérateurs privés qui sont en collaboration. Le service partenariat n'est pas décentralisé dans des antennes. Alors au niveau du suivi de l'encadrement des prestataires, du côté du Forum et de l'OCE, le suivi est individualisé. Ça veut dire que les agents au sein des services partenariats sont directement en contact, en face à face avec les opérateurs privés. Il n'y a pas de suivi collectif comme du côté d'Actiris, où là, ce sont tous les opérateurs privés d'un même appel à projet qui se réunissent dans une salle, comme ici, avec les agents des services partenariats et discutent tous ensemble, sur base de réunions à thème. Alors, petite précision, du côté du Forum, c'est très standardisé, l'accompagnement des opérateurs privés. Il y a toute une série de canevas, de procédures qui sont mises en place pour aider les chargés de relations partenariales à encadrer les opérateurs privés. Par contre, du côté de l'Office cantonal pour l'emploi, c'est sur mesure, ça veut dire que c'est en fonction des besoins de l'opérateur privé qui se réunissent. Donc ça, ce sont les différents modèles. Maintenant, je vais passer, normalement c'est le point 2, ici j'ai mis 3, aux aspects plutôt théoriques. Donc, comment est-ce que j'ai utilisé la confiance dans mes travaux de recherche? Moi, j'ai décidé d'utiliser la confiance comme un outil d'analyse de la relation partenariale. Alors, qu'est-ce que la confiance? La confiance, c'est un terme vague. Derrière confiance, on met beaucoup de choses. On peut parler d'honnêteté, de fiabilité, de garantie, d'assurance, d'honnêteté. Il y a plein de choses. C'est un terme qui est absent des discours des personnes que j'ai interrogées. C'est absent parce qu'on parle de partenaires qui sont bons ou mauvais ou moins bons ou fiables ou malhonnêtes, mais on ne va pas dire les acteurs ne vont pas dire qu'ils ont confiance ou pas confiance. La confiance a un caractère invisible, on ne la voit pas. Et donc ça veut dire que c'est difficile à observer, c'est difficile pour le chercheur de voir s'il y a confiance ou pas. C'est un objet qui est insaisissable parce que la confiance, c'est quelque chose qui est invisible, qui se construit, qui se situe derrière les relations entre les individus. Et puis, on peut saisir la confiance à un moment, c'est-à-dire, par exemple, si l'opérateur privé est sélectionné par le service public de l'emploi pour établir un projet ensemble, ils vont signer une convention de partenariat et c'est au moment où la signature est déposée sur le document qu'on peut dire là il y a confiance, ils échangent une garantie entre eux. Sinon avant on ne sait pas trop, après on ne sait pas trop. Donc c'est vraiment un moment éphémère qui n'est pas facilement identifiable. Et évidemment, quand on étudie la confiance, on peut se dire que la confiance elle va d'elle-même, qu'elle existe, qu'elle est là, qu'elle est présente. Et donc on peut
tomber quelque part dans la tentation substantialiste en se disant « elle existe, elle va de soi, elle est là », alors que pas nécessairement. Et évidemment, dans cette perspective-là, on peut être tenté, en tant que chercheur, d'interpréter à la place de l'acteur. Ça veut dire qu'on peut, par exemple, croire qu'il y a confiance à tel moment de la réunion, et en fait, non. Si on interroge les acteurs, ils vont dire « non, moi, je n'ai pas bien vécu ce moment-là, c'était pas facile pour moi, et donc, il n'y a pas vraiment de confiance ». Et donc, quelque part, tout l'enjeu de la confiance, c'est le fait qu'un individu ou un membre du partenariat va accorder sa confiance à l'autre membre du partenariat, et inversement. Et saisir ces moments-là, moi j'ai décidé de me centrer sur les discours des acteurs, sur la manière dont ils parlent de leur collaboration pour saisir la confiance. Et saisir la confiance, on peut le faire en se référant aux 4 formes logiques de la confiance mises en évidence par Albert Roggien. La confiance, ça peut être un pari, c'est-à-dire un pari, on décide, par exemple, on va miser sur qui va gagner au football. Et dans le pari, qu'est-ce que ça recouvre le pari? Il y a une interdiction d'anticiper les conséquences. On ne sait pas quelles vont être les conséquences. Il y a une absence d'enjeu clair. Il y a également un engagement alternatif simple, ça veut dire qu'à l'issue du pari, soit on le perd, soit on le gagne. Il n'y a pas de solution alternative. La confiance peut être également une forme de sacrifice, c'est-à-dire qu'il y a une forme de pratique positive de l'ignorance, donc on va être un peu dans la naïveté. Si on prend l'exemple de l'hospitalité, on va accueillir quelqu'un chez nous, mais on n'a pas vraiment d'informations sur qui il est, comment il fonctionne, et donc on va faire confiance en se disant j'ai 2-3 informations à propos de la personne, je pense que ça va bien aller, et on se contente de cette forme de confiance qui est la naïveté. La confiance, ça peut être également le gage, où il y a des garanties de représentation, des gages qui sont échangés entre les personnes. Donc, par exemple, si vous voulez acheter une maison, la garantie, c'est la maison, à partir du moment où l'acte est signé. La dernière forme, c'est le défi, qui est une mise en danger délibérée de la personne. Et il y a différents degrés de défi. Il peut y avoir comme défi l'acte banal, c'est-à-dire je vais par exemple prêter une petite somme d'argent à quelqu'un que je connais. A priori, je n'ai pas de trop gros risques par rapport au pari qui pourrait être prêter une somme d'argent à un inconnu qui va me promettre de me rendre cet argent-là alors que je le connais de nulle part. Donc on peut voir la distinction entre les deux. Le défi peut être également un acte risqué. Albert Roggien prend l'exemple du trafic de produits illicites. C'est risqué parce que les individus se mettent en danger délibérément. Et le dernier défi, c'est l'acte audacieux qui, par exemple, peut être je décide de traverser une rivière en plein hiver. Ça, c'est audacieux. C'est dangereux, c'est risqué, c'est audacieux. Alors, qu'est-ce que je fais de ces formes logiques? Ces formes logiques, elles me permettent de qualifier les épreuves, c'est-à-dire les moments difficiles dans la relation partenariale. Comment est-ce que les acteurs vont décrire les épreuves relationnelles entre eux, les épreuves organisationnelles, s'il y a un souci pour mettre en place la prestation, comment est-ce qu'ils vont décrire cela? Ou les soucis administratifs, etc. À côté du discours des acteurs, comme je m'intéresse au modèle, donc au modèle de partenariat, j'ai décidé de me centrer également sur les travaux de Luhmann et Tobner qui mettent en évidence 3 niveaux de la confiance. Il y a d'abord la confiance interpersonnelle,
entre les individus au sein du partenariat, parce qu'on est dans ce cadre-là. Une fois que les individus se sont fait confiance, il y a le deuxième niveau qui est derrière eux, au-dessus d'eux, c'est le niveau interorganisationnel, donc la confiance entre les organisations au sein desquelles les individus appartiennent. Et donc parfois, au sein d'un partenariat, on peut voir que les collaborations entre les institutions sont mauvaises, mais par contre, ce sont les individus qui ont de bonnes relations entre eux qui aplanissent un petit peu les tensions et les conflits entre les deux organisations. Et inversement, parfois il y a des tensions entre les individus, mais la collaboration entre les institutions a toujours été bonne. Et donc si l'individu s'en va, on retrouve une bonne collaboration entre les institutions et les individus. Le troisième niveau, c'est le niveau systémique. Ça veut dire qu'au-delà des individus, au-delà des organisations, il y a tous les objets, tout ce qu'on appelle la confiance systémique. Dans le cadre d'un partenariat, ça veut dire que le partenariat fonctionne sans que les membres soient présents. Ça veut dire qu'il est autonome, quelque part. Qu'il n'y a plus besoin pour les acteurs de se rencontrer. Ils peuvent s'échanger des emails éventuellement, mais ils ne se voient plus. Il n'y a plus besoin. Le partenariat est autonome, ça fonctionne très bien, il n'y a pas de souci. Et ce processus-là, ces trois niveaux de confiance, ça se réfère au processus d'autonomisation de la confiance, mais aussi du partenariat. Ça veut dire que le fait de passer d'une étape à l'autre, le partenariat va devenir autonome. Alors, qu'est-ce qu'il en est au niveau de l'analyse des données empiriques ? Au départ, quand les services publics de l'emploi et les opérateurs privés s'engagent dans une relation partenariale, ils s'échangent des gages, des garanties de représentation, des deux côtés. On va regarder d'abord du côté de l'opérateur privé. Au niveau des gages, l'opérateur privé va montrer qu'il est professionnel, qu'il fait preuve d'un certain professionnalisme dans sa manière de gérer le partenariat, de gérer la collaboration avec le service public de l'emploi, d'encadrer les opérateurs privés, d'encadrer les chômeurs. Et donc, ce professionnalisme-là se traduit par le fait de rentrer ces documents dans les temps, que les documents soient complets, que ce soit le dossier de candidature qui est déposé au moment de l'appel à projet, ou que ce soit tous les documents, les rapports d'activité, etc., les pièces justificatives ou les pièces financières que les opérateurs privés doivent donner au service partenariat. Il y a également la réputation. Alors, la réputation, elle se construit à partir de différents éléments. Chaque opérateur a en quelque sorte une étiquette réputationnelle. Ça veut dire que les agents des services partenariats vont récolter des informations sur l'opérateur, des informations auprès de leurs collègues, auprès d'autres services au sein du service public de l'emploi, au sein des antennes, pour voir comment l'opérateur privé fonctionne. Est-ce qu'il y a déjà eu des antécédents de collaboration? Comment est-ce que ça s'est passé? Quelle est la réputation de l'opérateur au niveau de tout ce qui est accompagnement, encadrement des chômeurs? Est-ce qu'il fait du bon travail? Est-ce que les retours des chômeurs à propos des prestations sont bons ou pas? Et donc, tous ces éléments-là vont fabriquer la réputation de l'opérateur au sein des services partenariats du SPE. Le dernier gage, c'est la familiarité, qui est plus ou moins forte en fonction du modèle de partenariat. Ça veut dire que la familiarité, c'est la connaissance
interpersonnelle entre les agents des services partenariats et les opérateurs privés. Et évidemment, dans un modèle où l'encadrement est individualisé, donc où les réunions se déroulent en face à face avec l'opérateur privé, ce ne sont pas des réunions collectives, la familiarité dans ce cadre-là est plus grande. La connaissance interpersonnelle entre les agents des services partenariats et des opérateurs privés est beaucoup plus grande également. Et parfois, certains opérateurs parlent d'histoire partenariale parce que ça fait des années qu'ils collaborent avec le service public de l'emploi, parfois avec la même personne, avec le même agent. Et donc, la connaissance interpersonnelle est très très forte. Toujours professionnelle, mais très forte quand même. Il y a également des gages qui sont donnés de la part du service public de l'emploi, notamment au niveau des valeurs. Le service public de l'emploi s'engage à être objectif envers les partenaires. Donc, quand il prend une décision lors de la sélection des dossiers de candidature, il faut que la décision soit juste pour tout le monde, pour tous les opérateurs privés, et il faut qu'il y ait une forme d'équité, de neutralité envers les opérateurs. Il fournit également des méthodes, notamment au niveau de l'encadrement, du suivi des opérateurs privés. Il va, donc dans ces méthodes-là, donc c'est le type d'encadrement qu'il va fournir à l'opérateur privé. Il s'engage envers eux à les rencontrer de temps en temps, à faire des évaluations, à donner des conseils, etc. Il va également mettre à disposition des ressources qui sont essentiellement financières, vu que les opérateurs privés ont besoin de financement pour mettre en place tous ces projets-là à destination des demandeurs d'emploi. Des ressources cognitives, des ressources qui peuvent être également des formations. S'il faut encoder le parcours des demandeurs d'emploi dans la base de données du service public de l'emploi, il y a des formations, il y a une aide qui est apportée aux opérateurs privés. Et alors, ça c'est pour Bruxelles, une garantie de bilinguisme, évidemment. Et donc tous ces gages, que ce soit du côté du service public de l'emploi ou des opérateurs privés, ils sont formalisés au sein d'une convention de partenariat qui est le gage d'un engagement réciproque, d'un investissement de chaque partenaire, l'un envers l'autre. Mais arrivent les épreuves, c'est-à-dire les situations difficiles, les problèmes administratifs, financiers, la difficulté de mobiliser les demandeurs d'emploi. Ça fait partie des réalités des opérateurs privés. Toutes ces difficultés-là, le fait d'avoir pour les opérateurs, pour les services publics de l'emploi, des opérateurs qui ne respectent pas les règles, qui ne respectent pas les prescrits de la convention de partenariat, qui n'encadrent pas correctement les chômeurs ou qui ne font pas correctement leur travail, qui sont un peu passifs. L'incertitude arrive dans la relation partenariale. Et donc la relation n'est plus vécue comme un gage, mais comme un pari, parce que l'incertitude s'accroît dans la relation. Alors le pari, si on reprend les différentes caractéristiques du pari que j'ai évoquées tout à l'heure, il y a d'abord la difficulté d'anticiper les conséquences de ce qui va se passer. Et donc ici, j'ai décidé d'illustrer ça par des extraits d'entretien. C'est un agent qui parle et qui dit « Un opérateur nous a demandé de prolonger son contrat de 2 ans. On a dit oui, mais en suivant chaque année 25 personnes au lieu de 30 parce qu'il n'a pas obtenu son chiffre. » Ça veut dire qu'il n'a pas rempli toutes ses obligations. Et donc, le fait qu'il n'ait pas rempli toutes ses obligations, évidemment, le service public de l'emploi, il ne peut pas anticiper cette conséquence-là, mais ça peut arriver. Et donc ici, il décide de réduire un petit peu
le nombre de demandeurs d'emploi à accompagner. Un autre extrait, mais ici c'est l'opérateur qui parle, c'est très gai, le rapport semestriel, évidemment c'est ironique, car on doit le rendre pour fin juillet en se basant sur les rapports statistiques qui sont extraits de la base de données, mais on ne les reçoit jamais avant le 15 du mois. Donc ça veut dire qu'ils ont très peu de temps pour réaliser leur rapport semestriel, et le fait qu'ils reçoivent les informations 15 jours avant la remise du rapport, ils sont un peu mis en difficulté et ils ne savent pas anticiper ces conséquences-là, évidemment. Ils font tout ce qu'ils peuvent, mais parfois c'est difficile. Un autre dit, le service public de l'emploi a décidé de changer les dates du rapport d'activité. On apprend que l'on doit le rendre pour dans 2 semaines et on se soucie peu de ce que ça peut provoquer chez nous. Donc là aussi, c'est une situation où l'opérateur a des difficultés à anticiper les conséquences de cette collaboration-là avec le service public de l'emploi. Alors évidemment, ces situations-là se retrouvent tant du côté des services publics de l'emploi que des opérateurs privés. Tous les deux sont concernés par le pari. Le pari, c'est également l'absence d'enjeux clairs. Ici, dans l'extrait, c'est un agent qui parle, qui dit dans son dossier de candidature, l'opérateur n'expliquait pas assez en détail ce qu'il voulait faire. On n'avait pas vraiment de vue ou d'informations sur ce que la personne allait faire là-bas, si elle allait être accompagnée ou pas. Et donc ici, dans le dossier de candidature, à travers ce dossier-là, l'agent ne peut pas se rendre compte concrètement du projet d'accompagnement qui va être mis en place, la manière dont les bénéficiaires du service public de l'emploi, dont les chômeurs vont être accompagnés. Et donc, pour lui, l'enjeu, il n'est pas clair. Donc, il ne peut pas conventionner ce type de dossier-là. C'est trop risqué, quelque part. Ou du moins, ça sera un pari de le faire. Ici, c'est un opérateur privé qui parle et qui dit « Pour les résultats, il faut soit, donc les résultats à l'issue de la prestation, il faut soit la remise à l'emploi du candidat, du chômeur, soit la mise en formation qualifiante. Ce n'est pas très clair au niveau des résultats à atteindre. Je ne sais plus le pourcentage de sorties positives que je dois faire. Le SPE change tout le temps. Sous-entendu, le taux de sortie positive, c'est-à-dire le quota de résultats à atteindre, est-ce que c'est 50% de candidats qui doivent être remis à l'emploi ou en formation qualifiante, ça change d'année en année et donc l'enjeu de l'insertion des chômeurs n'est plus très clair pour les opérateurs privés. Ils ne savent plus vraiment ce qu'ils doivent atteindre comme quota ou comme objectif. Le pari, c'est également un engagement alternatif simple. Ça veut dire, un pari, vous le gagnez ou vous le perdez. Il n'y a pas de solution alternative. Enfin, il n'y a pas d'autres alternatives. Ici, c'est un opérateur privé qui parle et qui dit « On était plus traumatisés par le fait d'avoir les 10 personnes minimum au sein de la session de formation que de faire du bon recrutement, donc de recruter des candidats de qualité. Du coup, les remises à l'emploi étaient moins bonnes, étaient moins possibles, tout s'enchaîne. Si les règles sont trop strictes, on ne fait plus de qualitatif, on ne fait que du quantitatif. Et par conséquent, le service public de l'emploi nous retire une partie des subsides si on n'a pas le nombre minimum de personnes, donc ce fameux quota des 55 ou 60% à atteindre. Et donc dans ce cas-ci, le fait que l'opérateur n'ait pas réussi à recruter les personnes qu'il fallait pour réaliser sa prestation, donc ici il fallait 10 personnes, s'il n'en a pas 10, il perd une partie des financements. Et ici, le fait que les financements soient retirés
voilà, il est mis face à quelque part une forme d'échec pour lui. Et donc on est dans des situations où à certains moments, l'échec apparaît pour l'un des partenaires. Et donc ces situations-là, ces situations d'incertitude, ici on peut voir que dans la forme du pari, l'incertitude, elle s'accroît, elle devient de plus en plus forte pour les parties prenantes. Alors évidemment, ces situations-là, même si elles sont vécues par l'une des parties prenantes, elles affectent la relation partenariale parce que les parties prenantes vont devoir entrer en contact, résoudre la situation problématique, essayer de trouver une solution à la situation. Alors, face aux épreuves, il y a des épreuves des épreuves qui font appel au risque. Et donc, la relation partenariale n'est plus vécue comme un gage, mais comme un défi. Le défi, c'est la mise en danger. Alors, on va voir qu'il y a deux formes de mise en danger. Ici, une mise en danger c'est un peu une erreur. C'est un opérateur qui dit, une fois j'ai oublié de signer le bilan des comptes, toute la procédure a été bloquée à cause d'une signature, c'est dommage car les paiements se sont faits en retard. Donc sans le faire exprès, il s'est mis en danger, en situation de risque. Évidemment, pour des organismes privés, c'est compliqué de fonctionner sans financement. Un autre opérateur qui dit, tous les partenaires ne sont pas au même niveau. Certains opérateurs sont à côté de l'antenne du service public de l'emploi, donc ils reçoivent plus d'aide que nous, qui en sommes éloignés. C'est juste la disposition géographique, la distance géographique entre l'antenne et le siège de l'opérateur privé, qui est ici, qui crée quelque part une forme de risque, une forme de mise en danger. Un autre opérateur dit « Chaque année, j'écris au service public de l'emploi pour dire que c'est dommage qu'il n'envoie pas plus de demandeurs d'emploi, je n'ai pas de retour, alors que j'ai eu des difficultés à constituer mes groupes. Pourtant, c'est noté dans la convention. » Ça veut dire que dans la convention de partenariat, le service public de l'emploi s'engage à envoyer des chômeurs vers les opérateurs privés pour qu'ils puissent mettre en place leurs prestations. C'est tout à fait logique vu que c'est le service public de l'emploi qui délègue sa mission aux opérateurs privés, donc sa mission d'accompagnement des chômeurs. Et puis ici, il n'en reçoit pas. Alors peut-être que le chemin est long entre les deux institutions, que les chômeurs se perdent, mais le fait qu'ils ne reçoivent pas suffisamment ou pas du tout de demandeurs d'emploi, sa prestation est mise en danger, il ne peut pas la réaliser, donc il ne peut pas avoir les financements. La mise en danger, elle peut être délibérée. Donc dans le premier cas, ce n'est pas volontaire, c'est un peu les circonstances qui font que, mais dans ce cas-ci, c'est volontaire. La première forme de mise en danger, c'est la traversée d'une rivière en plein hiver. Lors de la précédente convention de partenariat, le SPE nous demandait de faire 9 groupes et d'accompagner 130 personnes individuellement. C'était trop, on était mort en fin d'année. Dans ce cas-ci, ce n'est pas l'opérateur qui décide cela, c'est le service public de l'emploi qui demande ces exigences-là. Et donc, l'opérateur a la pression de traverser une rivière en plein hiver, d'être vraiment mis en danger, entre guillemets, délibérément par l'Office de l'emploi, si on force le trait. Le deuxième défi, ou mise en danger délibérée, c'est le trafic de public illicite. Alors, dans la théorie d'Albert Rogia, il prenait l'exemple des trafics de produits illicites. Moi, ici, j'ai adapté, j'ai fait trafic de public illicite en parlant de demandeurs d'emploi. Un extrait d'un opérateur privé qui dit « La moitié des stagiaires
s'engage dans une de nos formations internes après avoir suivi la session de formation de l'appel à projet. Et les autres personnes sont réorientées vers d'autres métiers connexes. Normalement, on ne peut pas faire de filière interne. On n'est pas censé avoir des modules de l'appel à projet qui promeuvent nos formations internes. L'objectif final, c'est de former les demandeurs d'emploi. Notre idée, c'est que les gens soient réinsérés socio-professionnellement. Donc ici, l'opérateur privé décide, entre guillemets, volontairement de faire cette pratique de filière interne parce que c'est au bénéfice des demandeurs d'emploi, c'est meilleur pour eux de pouvoir accéder à une formation en interne, une formation structurelle ou un autre module de l'appel à projet qui se déroule au sein même de la structure de l'opérateur privé. Mais le problème, c'est que dans ce cas-là, il y a un double financement pour un même candidat. Et normalement, l'opérateur privé ne peut pas s'inscrire dans cette pratique-là. Il y a également comme pratique le surbooking de candidats quand il n'y a pas trop de difficultés à les mobiliser. C'est un opérateur privé qui raconte ça. Il y a juste 2 stagiaires qui n'ont pas obtenu de délivrable, c'est-à-dire un bilan de compétences ou mise à l'emploi ou suivi d'une formation qualifiante. Mais comme on a pris plus de personnes pour compenser les pertes éventuelles, on arrive à nos chiffres. J'ai surbooké la session de formation parce qu'il y a beaucoup de personnes qui abandonnent la formation en cours de route. Donc une manière de se préserver, de se protéger, d'être mis en danger financièrement parce que les candidats abandonnent la formation, parce qu'ils ne sont pas assez motivés, parce que ça ne les intéresse plus, pour X raisons. Ils décident s'il faut encadrer 10 personnes dans une session de formation, d'en prendre 12 ou 13. Comme ça, s'il y en a 2 ou 3 qui abandonnent, c'est pas grave, ils ont atteint leur quota de 10 personnes. Et donc, ils font du surbooking de candidats. Il y a également le surbooking de dossiers. C'est là aussi un opérateur qui parle et qui dit « Comme on ne sait pas si on pourra maintenir les postes de travail des formateurs qui s'occupent des demandeurs d'emploi, j'essaye effectivement de rentrer un peu plus de dossiers de candidature pour être sûr d'en obtenir au moins un. Jusqu'ici, la stratégie a été payante, mais elle est contraignante. Ça veut dire qu'au moment de l'introduction des dossiers de candidature pour obtenir un conventionnement avec le service public de l'emploi, l'opérateur rédige un plus grand nombre de dossiers ou au sein du dossier, il décide de réaliser plus de sessions de formation. Comme ça, il est certain d'obtenir un conventionnement avec l'Office de l'emploi. Alors évidemment, tous les opérateurs ne réalisent pas ce genre de pratique. C'est en général ceux qui ont une certaine ancienneté au niveau des collaborations avec le service public de l'emploi parce qu'ils ont découvert les failles du système et donc ils peuvent mettre en place ce type de pratique. Alors, qu'est-ce qu'il en est si on regroupe les différentes parties du schéma au niveau des formes logiques de la confiance au sein de la relation partenariale ou des relations partenariales? Donc on peut voir au début, quand les opérateurs s'engagent dans la relation, ils s'échangent toute une série de garanties de représentation. Donc la relation est vécue comme un gage. Et puis, à partir du moment où il y a des épreuves, un peu d'incertitude qui apparaît, la relation est vécue comme un pari, le cadre au-dessus. Et quand l'incertitude s'accroît et qu'elle devient une forme de risque, la relation peut être vécue comme un défi. Alors j'ai ajouté plus S parce qu'à certains moments, le défi est lié au sacrifice, c'est-à-dire que l'opérateur privé va accepter les exigences du service public de l'emploi et
en quelque sorte, se sacrifier. Et donc, ces deux formes logiques peuvent être à certains moments liées. Et évidemment, quand la relation est vécue comme un pari ou comme un défi, la méfiance apparaît, que ce soit du côté des services publics de l'emploi ou des opérateurs privés. Et quand la méfiance apparaît, là interviennent les chargés de relations partenariales, les responsables projets, les responsables formation au sein des services partenariats. Et qu'est-ce qu'ils font? Une manière de retrouver la relation sous la forme du gage, c'est de réintroduire des objets dans la relation. Alors les objets, c'est à prendre au sens très large. Ça veut dire que ce sont des informations, des conseils, appeler l'opérateur, le rassurer, lui fournir des documents, trouver des solutions provisoires. Tout ça, ce sont des objets, entre guillemets, qui permettent à la relation partenariale de retrouver une forme d'équilibre et une forme de confiance sous la forme du gage, une certaine forme de stabilité. Alors, je vous ai parlé du degré d'autonomisation du partenariat, c'est-à-dire les 3 niveaux, le niveau interpersonnel, interorganisationnel et systémique. On va voir ce qu'il en est ici par rapport au schéma. D'abord, la relation partenariale se situe au niveau systémique. C'est-à-dire qu'au départ, il y a tous des gages, des garanties de représentation qui sont échangées. En ce qui concerne les partenariats belges, les opérateurs privés et les services publics de l'emploi ne se rencontrent pas nécessairement. Tout se fait par courrier, par courriel, il n'y a pas de rencontre. Et donc le partenariat est, on va dire, fortement autonomisé parce que les personnes n'ont pas besoin de se voir. Et puis, quand les épreuves apparaissent, là, les différentes parties prenantes sont obligées de se rencontrer, de s'appeler, de se téléphoner pour régler le problème, pour trouver une solution. Et donc, le partenariat, on va dire, périclite au niveau interpersonnel de la confiance. Et les objets permettent de retrouver le niveau systémique du partenariat, de permettre au partenariat d'à nouveau s'autonomiser. Et donc, en fonction des situations, de difficultés ou pas, le partenariat va être plus ou moins autonomisé, donc ça va fluctuer en fonction de ce qui se passe dans la vie du partenariat. Et comme ici, j'ai étudié la relation partenariale, le niveau interorganisationnel est présent, on va dire, de manière permanente, mais c'est sous-jacent, et ça regroupe l'ensemble de la vie du partenariat. Ça, je vais passer. Alors, tout à l'heure, on a vu qu'il y avait des stratégies qui étaient mises en place par les opérateurs. Donc les stratégies sur Booking, de candidats, de dossiers de candidature, de trafic de public illicite, etc. On va voir que face à ces stratégies-là, les agents des services partenariats mettent en place 2 types d'interventions. Il y a d'abord l'acte banal dans les stratégies mises en place par les opérateurs. L'acte banal, ça veut dire que face à une situation, l'opérateur va demander des informations, des conseils ou éventuellement se plaindre s'il n'a pas suffisamment de candidats qui sont envoyés par le service public de l'emploi. Et donc, cet acte banal va quelque part, c'est un peu particulier, mais conférer une réputation positive, entre guillemets, parce que l'opérateur n'entre pas trop en conflit, ne crée pas trop de tension au sein de la relation partenariale. Quand il y a ce type de stratégie qui est mise en place par les opérateurs privés, les agents, en général,
ont une attitude protectrice. Ça veut dire qu'ils vont faire tout pour aider l'opérateur privé, le protéger parfois aussi face aux règles qui sont mises en place par le service public de l'emploi et qui parfois peuvent mettre à mal le partenariat ou mettre en difficulté l'opérateur privé. Donc, les agents vont décider de protéger l'opérateur pour qu'il ait ses financements, etc. Il y a les actes risqués, donc ceux que j'ai évoqués, trafic de public illicite, les surbookings de candidats, de dossiers, etc. Si les agents des services partenariats découvrent ce type de pratique, souvent ça a un impact négatif sur la réputation de l'opérateur, qui se met en danger volontairement. Et donc, les agents vont avoir une attitude autoritaire, rappeler le cadre, refixer des règles, parfois mettre des règles très particulières pour un opérateur parce qu'il ne respecte absolument rien. Et donc, il y a des traitements particuliers qui sont mis en place à certains moments. Alors, les agents des services partenariats, ils réagissent évidemment d'une manière ou d'une autre. Ils adoptent l'attitude protectrice ou autoritaire en fonction de l'impact qu'a la stratégie sur le parcours du demandeur d'emploi. Si le demandeur d'emploi est mis en danger, que par exemple il est mis dans une formation qui ne lui convient pas du tout juste parce que l'opérateur veut remplir sa formation pour avoir son quota et donc ses financements, etc. Dans ce cas-là, l'agent va avoir une attitude autoritaire. Par contre, si l'opérateur fait des filières internes et que l'agent se rend compte que c'est bon pour le parcours du demandeur d'emploi, dans ce cas-là, il va protéger l'opérateur privé et il va se mettre du côté de l'opérateur privé parce que ce qu'il fait aide à la réinsertion socio-professionnelle des chômeurs. Alors évidemment, dans certains cas, les agents se mettent eux-mêmes en porte-à-faux par rapport aux règles définies par le service public de l'emploi. En conclusion, plusieurs choses. D'abord, on peut voir que la relation partenariale agit, entre guillemets, qu'on peut voir qu'il y a derrière une articulation des formes logiques de la confiance, le schéma qu'on a vu tout à l'heure, que cette articulation-là s'effectue et se dessine en fonction des épreuves qui apparaissent dans la vie du partenariat, qu'il y a également une articulation au niveau des 3 niveaux de la confiance. Donc, le niveau interorganisationnel, il est sous-jacent, il se situe derrière la vie du partenariat. Il est là, peu importe qu'il y ait épreuve ou pas dans le partenariat. Le niveau interpersonnel, il apparaît lors de l'apparition d'épreuves et quand il faut trouver une solution pour résoudre les situations de tension ou les situations critiques. Et le niveau systémique, il est présent au début de la collaboration quand il y a des échanges de gages entre les parties prenantes et une fois que les épreuves sont résolues. C'est-à-dire, entre les moments des épreuves, les partenariats se situent à un haut niveau d'autonomisation. Et une manière de régulariser les difficultés qui peuvent être rencontrées dans les partenariats, c'est par la circulation d'objets entre les parties prenantes que la relation partenariale va à nouveau être vécue sous la forme de la confiance, et ici la confiance sous la forme du gage. Voilà, je vous remercie pour votre attention et s'il y a des questions, n'hésitez pas, on a un peu de temps pour ça.